et bienvenue à Mircea qui nous rejoint. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue au sein de cette nouvelle conférence mensuelle du CIRE. Nous accueillons aujourd'hui Pascal Galvani qui va nous parler des niveaux de réalité du sujet dans les kairos d'auto-formation. Et il va nous donner son approche transdisciplinaire de la formation tout au long de la vie dans ce cadre-là. Voilà. Merci Pascal. Et je te passe la parole. Eh bien, merci Jean, merci à tout le monde, merci Florent, Véronique, Claude. Je vois plusieurs noms, donc on n'est pas très nombreux. Je suis un peu impressionné, je ne sais pas quels sont les différents niveaux d'intérêt sur le sujet, donc j'ai un peu peur de dire des choses que vous savez déjà. Mais bon, faut se lancer. C'est un peu le. Alors, je partage l'écran. À moins qu'il y ait tout de suite des questions ou des choses que vous ayez envie de pointer. Je partage mon écran. Ouais. Peut-être, je voulais dire, en préparation à cette séance, tu nous as envoyé un texte de 5-6 pages qui était un article de 2003 ou 2006, je crois, sur la formation pas la formation transdisciplinaire, mais sur les kairos, justement, et comment tu avais mis en point toute une méthodologie autoréflexive et également en collectif. Alors, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler là, mais j'avais trouvé ce texte vraiment passionnant et très intéressant. On essaiera de le diffuser peut-être en complément du PowerPoint ensuite. Ah oui. Ok. Ben là, quand même, c'est le CIRET. Pour moi, c'est important enfin, j'ai peut-être fait quelque chose d'un peu scolaire, vous m'en excuserez, mais quand même, je tiens à préciser effectivement qu'est-ce que je retiens de l'approche transdisciplinaire et de ses principes, enfin, quels sont les éléments clés par rapport aux recherches sur la formation tout au long de la vie. Donc, c'est un peu l'objectif. Et donc, je vais essayer d'aller un peu vite, peut-être pour qu'on ait plus le temps d'échanger et de pouvoir ajuster à vos intérêts. Alors, est-ce que mon écran est partagé? Oui, vous le voyez là? Oui. On ne voit qu'une petite vignette en ce qui me concerne. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Moi, j'ai plein d'écrans introduction. C'est très bien pour moi. Parfait. Alors, sauf que moi, je ne vois plus. Je n'arrive pas à la voir. Ça y est, j'ai récupéré le plein écran en ce qui me concerne. Ça va? Et là, ça suit si je fais ça. Bon, donc je vais donc d'abord peut-être rapidement, donc ça j'ai dit, l'approche transdisciplinaire dans la formation tout au long de la vie. Je vais aller sur les kairos, qui est un peu mon angle particulier. Peut-être justement, juste en introduction pour ceux qui ne sont pas du tout du domaine, dire que le mot auto-formation, ça n'a rien à, enfin le concept tel qu'on l'envisage n'a rien à voir avec le fait de se former tout seul, avec éventuellement un logiciel ou quelque chose comme ça, mais bien plus profondément, l'auto-formation signifie le fait de se former soi-même à travers les expériences de la vie. Donc ça implique de se comprendre, de comprendre ses expériences de vie, de comprendre comment et par quoi on a été formé, c'est-à-dire les influences du milieu social, etc. Donc mais cette compréhension, elle se fait bien par le sujet. Donc c'est l'auto-formation, c'est le sujet qui se forme par la compréhension de lui-même. Voilà, on est vraiment dans une approche existentielle profonde. Donc, et pas du tout isolée. C'est toujours en relation avec d'autres, avec le monde naturel et le monde social. Quelques mots sur la méthode. Pourquoi on parle d'une méthode transdisciplinaire? Ça, c'est pas moi. Ça a été déjà ouvert par Gaston Pinault, par Henri Desroches, par d'autres personnes des générations avant, qui ont commencé à explorer cette auto-formation tout au long de la vie. Et comme je dirais, comme toute démarche scientifique, pour avoir
pour essayer de comprendre comment les adultes se forment, disons que les sciences de l'éducation, jusque très récemment, ne parlaient que de sciences de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation des enfants, des générations passées sur les générations qui montent. Même si on a parfois parlé d'éducation d'adultes, mais on s'est rendu compte assez vite que ça posait problème. Il y a certains qui ont parlé d'andragogie, etc. Donc, pour comprendre comment les adultes se forment, d'un point de vue des sciences humaines, il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose. À part les philosophes et les traditions spirituelles, il n'y avait pas, du point de vue des sciences humaines, jusqu'à très récemment, d'approche de recherche sur la formation des adultes. Il y a eu des pratiques de formateurs d'adultes depuis les années 50, même 40 aux États-Unis, mais c'est seulement très récemment que la discipline s'appelle sciences de l'éducation et de la formation. Voilà. Bon. Mais pour revenir disons dans les années 70-80, quand Gaston Pinault essaye de produire des compréhensions un peu plus sérieuses des processus de formation adulte, en fait, ce qu'ils vont développer, c'est ce qu'on a appelé les méthodes biographiques, c'est-à-dire que des adultes racontent comment ils se sont formés, qu'est-ce qui a été formateur pour eux depuis qu'ils ont quitté la famille et l'école. Alors, c'est intéressant, je ne peux pas développer ça, j'en parle dans mon bouquin, cette histoire, mais elle est très intéressante, entre autres du point de vue transdisciplinaire, parce que forcément, Gaston Pinault avait un article qui disait « Sauf qui peut, la vie entre en formation ». C'est-à-dire que jusqu'à présent, si on part de l'histoire de vie, de comment les personnes se sont formées dans leur histoire de vie, ben, la vie, elle est transdisciplinaire par essence, je dirais. La vie, elle est avant tous les découpages disciplinaires. La vie, elle est sociologie, psychologie, biologique. Elle est 100% biologique, 100% sociologique, 100% politique, 100% tout ce qu'on veut, émotionnel, etc. Donc, elle est transdisciplinaire. Ça, c'est bon. Dans les piliers, là, je vais aller un peu plus précisément. Je vais essayer d'éclairer en quoi chacun des piliers de la transdisciplinarité s'applique et nous éclaire pour ces recherches. Et peut-être les tout premiers sont l'épistémologie de la complexité, avec, là je prends les 3 principes de la complexité tels que les formule Edgar Morin. Ces 3 piliers qui nous ont permis, avec Gaston Pinault, de construire une perspective écosystémique tripolaire de l'auto-formation, de la socio-formation et de l'éco-formation. Autrement dit, une personne, elle n'est pas formée seulement par son milieu social, elle est formée par son milieu social, son milieu culturel, mais elle est aussi formée par son milieu naturel, physique, biologique, mais elle est aussi formée par ce qu'elle fait elle-même, par ses prises de conscience, par ses rétroactions. Ça, c'est tous les concepts de écosystémique, par sa propre rétroaction sur les influences qu'elle a reçues. Chaque personne se forme aussi par elle-même. Donc, Gaston Pinault utilisait aussi le tripolaire de Rousseau. Hein. On a 3 maîtres, trois grands maîtres dans la vie, les autres, le monde naturel et soi-même. Et disait Rousseau, les 3 maîtres ne donnent pas la même leçon. Donc, il y a bien une articulation trialectique pour faire chacun du sens avec tout ce qui arrive. Donc, plus précisément, le premier principe que Edgar Morin donne de la complexité, c'est le principe d'auto-éco-réorganisation systémique. Alors, des fois, il l'appelle le principe autos, c'est-à-dire qu'un soi-même se construit, mais comme il dit, il ne se construit pas de manière idéaliste, individuelle et coupée du monde. Un système se construit, un soi-même, en rétroagissant sur les éléments du milieu, de l'environnement qui l'ont conditionné. Donc, il dit même, alors, ce principe, il l'appelle des fois auto, éco, socio, bio, réorganisation permanente. Alors, vous voyez que d'une certaine manière, on a à nous remplacé le mot organisation par formation, et ce qui nous a donné le tripolaire auto-formation, socio-formation, éco-formation.
L'autre principe fondamental de la complexité d'Edgar Morin, c'est le principe dialogique, qui veut qu'au lieu d'opposer les couples antagonistes et les séparer, la méthode de pensée de la complexité essaye de plutôt comprendre les polarités comme des couples, bien sûr antagoniques, mais aussi complémentaires. Et donc, principalement, le couple autonomie-dépendance. C'est-à-dire que dans cette approche de la formation, bon, je reviens simplement sur, ça peut s'appliquer à d'autres systèmes, mais là, je m'intéresse juste aux êtres humains. La formation humaine, un être humain construit son autonomie à partir de ses dépendances avec l'environnement social. Donc, c'est ce paradoxe qui articule l'antagonisme. Et donc, l'autonomie ou l'auto-formation, ce n'est pas l'indépendance, c'est la rétroaction, c'est le fait que le sujet donne sens, et dans ses transactions avec l'environnement, donne sens aux interactions qu'il a. Ça, on pourrait développer. Et le troisième principe, qui est le principe hologrammatique, qui veut que le tout est dans la partie et la partie dans le tout, comme la partie est dans le tout, eh bien, il me semble que ça éclaire pas mal ces approches biographiques ou phénoménologiques, parce que finalement, quand on a un récit de vie, dans un récit de vie, on retrouve pratiquement de manière hologrammatique, c'est-à-dire pas de manière très précise, mais quasiment la totalité de la culture dans laquelle la personne qui raconte ce récit est intégrée. Donc ça remonte à bout de grandes réflexions qui nous ramèneraient loin en épistémologie sur l'herméneutique, etc. Mais il me semble que c'est un... Et alors pour moi, le principe hologrammatique qui veut que le tout est dans la partie, il va prendre un sens, j'y reviendrai tout à l'heure, plus particulier avec les kairos. C'est-à-dire que lorsque alors les kairos, je suis obligé de faire une petite... C'est les moments intenses, les moments décisifs, hein, c'est un mot grec, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans ces moments, il suffit parfois d'explorer, en explorant un moment décisif de formation, d'auto-formation, pratiquement toutes les problématiques de vie d'une seule personne se retrouvent dans ces moments décisifs. Donc, ça marche non seulement au niveau de l'histoire de vie, mais expérimentalement, avec toutes les recherches que j'ai pu mener, on voit que des fois, dans un seul kairos, il y a toute la façon dont une personne envisage sa formation se joue parfois, peut se lire des fois dans un seul moment décisif. J'espère que je ne vais pas trop vite, que je ne vous perds pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, je vais assez rapidement, bon, mais c'est un peu le modèle de cette conception systémique. Vous voyez l'environnement en haut, qui est qui est un peu pas divisé, mais dont on distingue, c'est ça, c'est pas l'histoire, distinguer sans séparer, hein, mais au sens de Morin, on distingue l'environnement socio-historique, l'environnement socio-culturel, si vous voulez, et l'environnement physico-cosmique, bio-physique, etc. Donc, socio-formation, éco-formation. Et l'auto-formation, elle se traduit avec ces sous-processus, là, S1, S2, S3, c'est-à-dire, S1, c'est le fait que la réflexivité, si on veut parler très simplement, la réflexivité, qui fait qu'une personne, bien qu'elle ait reçu, par exemple, dans voie S2, des influences de l'environnement socio-historique, elle va rétroagir sur cette influence de la famille, du milieu social, différemment selon chaque individu, en fonction de la réflexivité qu'elle va donner et du sens qu'elle va donner à son expérience. Alors, là, j'étais sur le pilier de la complexité. Je veux aller sur les piliers de la transdisciplinarité la plus définie par Basarab, Nicolescu. Comment, moi, ils m'ont vraiment apporté des choses précises par rapport à cette exploration de l'auto-formation. Alors, le pilier des niveaux de réalité. Pour moi, ça a été vraiment très, très important de découvrir la perspective de Basarab Nicolescu sur les niveaux de réalité, dans la mesure où j'avais déjà pressenti, mais c'était confus, que dans l'interaction entre la personne et l'environnement, autant physique que social,
il y a plusieurs niveaux. Ça, parce que j'avais d'abord abordé l'auto-formation du point de vue du sens, de l'imaginaire. Quel sens on donne à notre formation? Quel sens chacun d'entre nous on donne au fait de s'être formé dans sa vie? Pour ça, j'avais par exemple utilisé des blasons. J'avais invité chaque personne à faire son blason, symbolisé par une image, sa formation. Mais ensuite, j'accompagnais aussi des processus d'auto-formation par la recherche. Donc là, c'est plus par le symbolique, mais par le cognitif. Donc comment on fait son histoire de vie, mais donc on raconte sa vie, on essaye de l'analyser, mais du coup, souvent en l'analysant, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation sa petite histoire personnelle avec l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire politique, les événements qu'il y a eu et comment on a été influencé par les événements. Donc, ça, c'est encore un autre niveau de réalité. Et bref, je suis arrivé jusqu'à ces kairos, je vais les dire comme ça, en voyant que parfois, quand les personnes parlaient de leur auto-formation, les moments les plus décisifs où ils se sont formés, là, il y avait encore un autre niveau de réalité qui était très, très dans le temps infinitésimal, le kairos, le moment décisif, c'est le moment où on fait le bon geste au bon moment. Capacité à faire le bon geste au bon moment. Et là, on est dans une interaction entre la personne et l'environnement qui n'est pas symbolique, ou pas de manière dominante symbolique, ni cognitive, mais presque quasi réflexe. C'est un geste pertinent qui vous sauve la vie des fois, dire oui ou non comme on dit, à la chance qui passe, à l'occasion qui se présente. On n'a pas souvent l'occasion de réfléchir longtemps, à peser le pour et le contre. Il y a des moments dans la vie où ça se fait comme ça, par des processus cognitifs. Il y a des moments où ça se fait par des processus symboliques de résonance, mais il y a aussi des moments où ça se fait par une perception et une action directe. Donc ça, c'est un peu les trois niveaux de réalité que moi... Alors, oui. Et j'utilise bien le concept de niveau de réalité de Bassarab dans le sens où je me suis, et ça c'est un des chapitres du bouquin, intéressé beaucoup à... J'ai essayé d'appliquer, bien sûr, ce n'est pas les niveaux de réalité comme en physique quantique et physique macrophysique, donc ça n'a pas la même... Mais je ne voulais pas que ce soit seulement métaphorique. Donc j'ai essayé vraiment de voir quels sont les rapports au temps, sur quel support chacune de ces niveaux de réalité de la formation se manifeste, quel est leur rapport au temps, quel est leur principe de pertinence, leurs critères de pertinence. Bon, très vite dit, par exemple, le niveau cognitif, le critère de pertinence, c'est la logique, la cohérence logique. Mais au niveau de l'action, par exemple, le critère de pertinence, ce n'est pas la logique, c'est l'efficacité, c'est d'être efficace dans l'instant, et dans l'instant T. Et par contre, au niveau symbolique, tout ce qui est art, poésie, qui va donner du sens à la vie aussi, via les romans, le cinéma, enfin tout ce qui peut être art symbolique, ce n'est ni l'efficacité ni la logique qui est le critère de pertinence, c'est plutôt, comme le dirait Rosa, la résonance, le fait qu'on entre en résonance avec des œuvres d'art. Elles nous font vibrer, elles nous émeuvent, etc. Chacun de ces niveaux a bien, comme le dit Bassarab, pour définir des niveaux de réalité, un ensemble de lois et de principes homogènes et hétérogènes aux autres niveaux. Un autre aspect des niveaux de réalité, c'est les niveaux de réalité du sujet. Alors là, je l'ai un peu... Enfin voilà, disons, je me suis pour l'instant contenté, le je, le moi, le soi. Alors, on va commencer par le moi. Donc là, je fais référence autant aux travaux de Ricoeur, de philosophes comme Ricoeur ou Jean Kelevitch, ou même Edgar Morin, d'autres qui ont travaillé sur ces questions du niveau de réalité du sujet. Pour caricaturer, moi, c'est tout ce qui sert à ce que Ricoeur appelle la perpétuation dans le temps. Moi, c'est toutes les identifications. Mon nom, mes préférences, mes goûts,
etc. Mes possessions, les objets, tout ce à quoi je m'identifie. Et je m'identifie dans le sens d'une permanence. Ça donne, le moi assure une forme de permanence, de sécurité dans le temps. C'est son travail, on pourrait dire. Mais bien sûr, dans le temps, on ne reste pas identique. Allô? Ah, j'ai du monde sur la ligne. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Allô? Oui, Ok. on entend. On entend. D'accord. Donc, et puis le moi, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je pense que dans le monde contemporain, autant sur Facebook qu'ailleurs, c'est un peu le royaume du moi. Je vais aller à l'autre opposé, ce qu'on peut appeler le soi, qui est plus de l'ordre de l'ipséité, dirait Jean Kelevitch. C'est pas tellement le fait d'être, de se consolider dans le temps, et c'est plus le fait d'être authentique, d'être soi-même authentique, l'ipséité. Or, pour être authentiquement soi-même à un instant, il ne faut pas nécessairement être le même qu'il y a un an ou il y a 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Être authentiquement soi-même, c'est tenir compte du réel, du moment, des circonstances dans lesquelles je suis, pour que ce sont même, on va dire, un certain nombre de philosophes diront, c'est même ces circonstances qui vont faire jaillir du mystère du soi une ipséité, une réaction originale, singulière, mais donc qui est plus de l'ordre du kairos, qui est plus de l'ordre de l'infinitésimal, Jean Kelevitch dit du je ne sais quoi, le je ne sais quoi, c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas le nommer réellement. Et puis l'instance du je. Alors bon, pour caricaturer, il me semble, quand on regarde des parcours d'auto-formation, on voit que des gens racontent leur processus de formation, on voit qu'à certaines périodes de vie, par exemple, on reste, on a acquis une forme qui nous convient, on a acquis éventuellement un métier, etc. Vous voyez, une relation amoureuse, etc. Et donc on est dans le maintien, on maintient, on essaye d'assurer une permanence, une sécurité, mais que chemin faisant, toutes les choses se transformant, il y a un moment où il y a d'autres moments où ces images, ces formes, ces habitudes cristallisées deviennent pesantes, deviennent même mortifères, on pourrait dire, enfin ne conviennent plus au déploiement de la vie. Et donc il y a des irruptions d'un soi qui vient générer des moments décisifs de rupture, de transformation professionnelle, amoureuse, tout ce qu'on veut. Envie de dire. Mais ça fait l'objet de pas mal de chapitres dans le bouquin. Et le jeu, très probablement, on pourrait dire que le jeu qui est l'instance de la réflexion et de l'action, hein, j'agis, je pense, et probablement, moi, quand on analyse des parcours et des moments intenses de transformation des personnes, on voit que le jeu, c'est un peu une instance qui fait le lien entre le moi et le soi, enfin, qui essaye de mettre en dialogue toutes ces... pour créer peut-être une alternance. Voilà, je ne veux pas m'étaler plus. Le troisième, oui. Alors le troisième, c'est le tir inclus. Mais justement, il me semble que ce tir inclus, le tir inclus, c'est ce qui permet à tous ces niveaux de réalité différents de faire une cohérence. Il y a quelque chose, autrement dit, par exemple, pour moi, l'autos, dans la conceptualisation, il se manifeste comme je, comme moi, comme soi. C'est ce je ne sais quoi de l'autos, du soi-même mystérieux, qui fait qui assure la liaison des différents niveaux. Ça pourrait être discuté, et c'est probablement très discutable, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, ces principes de la transdisciplinarité m'ont éclairé. Alors, bon, là, je vais préciser peut-être quelques éléments de ces niveaux de réalité de la formation. Donc, le premier niveau, qu'on peut dire cognitif, on peut l'appeler épistémique, théorique, en fait, c'est le niveau beaucoup du langage, de la manière dont nous nommons. Déjà, une langue, c'est une manière de découper la réalité.
Donc, selon que notre conscience a émergé dans telle ou telle langue maternelle, on n'a pas tout à fait la même découpage de la réalité. Je cite souvent l'exemple de mes amis des Indiens d'Amérique du Nord, des Amérindiens, par exemple les Navajos, qui ont, dans leur verbe, n'ont pas de passé ni de futur. Donc, ils n'ont pas une structure temporelle aussi forte que chez nous. Ou chez les Indiens mayas, où la langue elle est intersubjective, il n'y a pas d'objet. Il n'y a que des sujets qui interagissent avec des sujets. Donc ça, on a aussi l'exemple, bien sûr, des Esquimaux, des Inuits, qui ont plus de 18 mots pour désigner la neige. Donc c'est découpage de la réalité, mais très profondément, notre conception du sujet, etc., sont déjà mis en forme par la langue. Mais c'est aussi cette dimension épistémique, bien sûr, comment je me raconte. On voit bien, par exemple, comment je me raconte ma vie, c'est-à-dire comment je la conceptualise, comment je la théorise, par la narration que j'en fais. Donc, et cette narration, ces concepts, ces mots, ils structurent nos échanges avec l'environnement social et naturel. D'autres dimensions, j'en ai parlé tout à l'heure, pratiques et sensorimotrices, elles relèvent d'une raison plus expérientielle. Elle est composée des gestes, des schèmes opératoires qui nous permettent d'interagir. Or, et là, ça mériterait des développements, mais avec les techniques d'entretien, d'explicitation qui ont été développées au CNRS par Pierre Vermersch, nous permettent d'entrer dans ces moments micro-moments d'interaction. On voit que cette dimension pratique, elle ne passe pas par une raison formelle. Elle passe, alors on pourrait y revenir si ça vous intéresse, elle ne passe pas par des inductions ni des déductions, mais par des transductions. Autrement dit, c'est des situations singulières qui ont été mémorisées on sait pour le cerveau, bien sûr, mais on ne sait pas trop, mais qui vont donner du sens à une nouvelle situation inédite qui arrive, de manière, on ne peut pas dire inconsciente, parce que ce n'est pas de l'inconscient psychanalytique, mais on dit semi-consciente ou pré-réfléchie. C'est-à-dire que dans l'instant, on n'a pas le temps de dire « Ah oui, j'ai déjà vécu ça, donc cette situation ressemble à celle que j'ai déjà vécue, donc je vais pas. » Ce n'est pas comme ça que ça passe, c'est une transduction, c'est-à-dire une inférence de sens directe qui passe d'une situation singulière à la nouvelle situation singulière. Mais quand on fait le travail d'explicitation, de retour réflexif dans ces moments intenses, je ne sais pas si vous me suivez, par la technique de l'entretien d'explicitation, ces inférences de sens remontent à la conscience. C'est très, très intéressant. Et là, on peut commencer à expliciter par une raison formelle. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. Mais disons que... Et puis la troisième dimension, la dimension poétique, qui relève d'une raison, on peut dire raison sensible, les formes, les images, les symboles avec lesquels nous entrons en résonance. Des formes de métier, des formes d'habitat, des formes de vêtements, des formes de culture, avec lesquelles, quand je dis on entre en résonance, c'est-à-dire qu'il y a des lieux, il y a des formes, il y a des métiers, il y a des cultures, des musiques, etc., des formes d'art, dans lesquelles on se sent, on pourrait dire qu'on sent notre forme se déployer, par exemple. On sent que c'est des milieux qui conviennent à notre formation. Et ça, non plus, ça passe pas par forcément. Ça peut être réfléchi, mais ce n'est pas le mode spontané, c'est une émotion, une raison sensible qui pilote. Donc là, le tableau suivant, c'est un peu la précision de tout ce que je viens de dire, mais peut-être qu'on y reviendra si ça vous intéresse. J'ai peur de vous... Mais là, vous voyez les critères de pertinence, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais en plus détaillé. Un critère de pertinence des niveaux de réalité cognitive, symbolique et pratique. Leur mode d'actualisation, le niveau cognitif, c'est des concepts, des systèmes de signes, la langue, etc. Le niveau de réalité symbolique, c'est plus des images, des symboles, des métaphores, des analogies. Et le niveau de réalité, c'est des gestes, des schèmes physiques ou mentaux, des actions, avec chaque fois un rapport au temps différent. Hop là, je suis allé trop loin. Bon, là, c'est finalement les niveaux de réalité du soi tels que je les ai présentés tout à l'heure. Je vais peut-être avancer. Alors,
là, je vais peut-être plus parler de comment moi, à partir de tout ça, j'ai développé depuis une vingtaine d'années cette méthode de ce que j'appelle de recherche-formation expérientielle. C'est-à-dire qu'elle est basée sur, comme je l'ai expliqué, sur l'exploration phénoménologique, je m'expliquerai, et la mise en dialogue herméneutique de ces moments, de ces kairos d'auto-formation expérientielle. Donc, c'est une méthode qui est réflexive, c'est-à-dire qu'elle implique une description phénoménologique, autrement dit, une description des phénomènes tels qu'ils sont apparus à ma conscience. Là, il y a une rigueur méthodologique sur laquelle je pourrais m'expliquer tout à l'heure, si vous voulez. Mais c'est très, très important parce que le récit spontané de la vie, il peut sinon être largement brouillé ou en tout cas mêlé de différents intérêts de connaissance pour le sujet. Et si on veut travailler un peu sérieusement du point de vue de la recherche, il y a, à mon avis, l'exigence phénoménologique, c'est-à-dire la description du phénomène tel qu'il a été vécu, perçu, dans le moment où il a été vécu. Et ensuite seulement, l'étude et l'analyse de cette expérience vécue telle qu'elle a pu être décrite. Ça, c'est un premier point. Deuxième point de la méthode, c'est qu'elle est dialogique. C'est-à-dire que ça peut marcher. J'ai dirigé des recherches où les entretiens ont été faits de manière individuelle. Et ça marche dans le sens où la description phénoménologique, c'est-à-dire le retour réflexif sur son expérience, produit des prises de conscience du sujet. Mais si on fait ça en groupe, un groupe de dialogue, un groupe de recherche-formation, alors on démultiplie les prises de conscience et surtout on permet à chaque personne dans le groupe qui n'a pas le même âge, vient pas du même milieu socioculturel, etc., donc n'a pas le même filtre, n'a pas le même background, par le croisement de ces points de vue, va permettre le dialogue va permettre de faire démultiplier les prises de conscience et surtout faire apparaître pour chacun une partie de ses points aveugles, une partie de ses évidences, une partie de ses préjugés. Alors, troisième caractéristique de cette méthode, c'est une méthode de recherche. Donc, elle suit les éléments classiques d'une recherche. On définit d'abord avec le groupe ou avec les personnes les questions de recherche. Il y a une production de données, il y a une analyse et une production de savoir. Et que cette production de savoir, cette analyse, elle se fait en utilisant les apports des sciences, humaines, des concepts, de la recherche, de la philosophie. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas juste une méthode de recherche sur les personnes. C'est que dès qu'on propose à des personnes de réfléchir, si on veut même juste faire de la recherche pour comprendre la formation des adultes, qu'on leur demande qu'on les interroge, cette interrogation produit une réflexivité. Et dès qu'il y a la réflexivité, cette réflexivité va transformer le sujet. C'est-à-dire que la personne qui est interviewée ou qui se raconte, en le faisant, elle prend conscience de comment elle a été formée et donc elle se transforme. Donc là, il y a un trait, c'est pour ça que je mets un trait d'union entre recherche et formation dans la méthode, parce qu'on ne peut pas faire de recherche sans produire de la formation, et la formation se fait par la recherche, par la méthode de recherche. Enfin, il y a une espèce de dialogique là aussi. Alors, pour entrer plus concrètement dans la manière dont je travaille, là j'ai résumé très, très globalement en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est négociation d'un thème, et donc contractualiser les conditions du travail, donc s'accorder sur un thème, sur des questions de recherche qui intéressent les personnes et l'animateur ou le chercheur qui anime. Deuxième temps, donc, c'est le recueil réflexif, la prise de conscience des moments pertinents. Là, je reste sur ma méthode des Kairos. C'est-à-dire que si on s'interroge, je donnais un exemple, par exemple récemment au Québec, une personne faisait un travail de recherche sur qu'est-ce que c'est qu'être père, qu'est-ce que c'est que de devenir père aujourd'hui quand on a une trentaine d'années au Québec. Bon. Eh bien, ça suppose déjà sur ce thème de la paternité,
par exemple, que chacun des participants fasse un peu une collecte de ces kairos, de ces moments. À quel moment est-ce que j'ai vu un père, par exemple? À quel moment ai-je eu le sentiment d'avoir un père? À quel moment, pour la première fois, j'ai pensé que moi, je pourrais le devenir, etc. Vous voyez, à quel moment je me suis senti un père, etc. Donc, au lieu d'avoir tout le récit de vie global, d'aller tout de suite chercher les moments où cette question de recherche, ce thème, se trouve vécu de manière très intense. Un kairos. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une fois qu'on les a recueillis, c'est de les décrire de manière précise, factuelle. C'est là que la méthode de l'explicitation phénoménologique de Pierre Vermersch est très, très importante. Une fois que cette description, et alors comme je l'ai dit, de préférence en groupe, c'est-à-dire que les descriptions entrent en résonance les unes les autres, l'étape de la compréhension par co-interprétation dialogique. C'est-à-dire comprendre en quoi et comment ces kairos sont des sources d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Donc là, on peut appliquer un certain nombre de grilles d'analyse. Moi qui m'intéresse beaucoup au processus, pour comprendre les processus de formation et d'auto-formation, souvent des grilles d'analyse du genre quelles ont été les conditions favorables, quelles ont été les postures, quels ont été les gestes, quels ont été les processus, etc., quelles ont été les positions, etc. Donc, on peut avoir un certain nombre de grilles d'analyse pour analyser ces kairos. Et ensuite, et enfin, bien sûr, une production de savoir, une synthèse. Alors, selon les programmes de recherche, j'ai parfois travaillé avec des groupes qui avaient une question de recherche. Par exemple, le groupe ATD Carmonde, avec des universitaires, ont voulu créer un groupe de recherche sur le croisement des savoirs sur la pauvreté. Donc là, c'est ensemble qu'ils ont écrit eux-mêmes, je les ai accompagnés pour écrire la synthèse de leurs travaux. Parfois, c'est moi qui fais la synthèse parce que c'est une question qui m'intéresse plus pas. Mais il faut qu'il y ait une production d'une synthèse, au moins pour chaque personne. Qu'est-ce qu'il retient du dispositif? Et pour le chercheur, ça dépend si le chercheur et le groupe, c'est la même chose ou si c'est deux entités différentes. Là, il y a plusieurs variables. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on n'en reste pas, si vous voulez, ce n'est pas simplement partager des expériences et puis ce qui est déjà intéressant, hein, mais pour qu'il y ait une démarche de recherche, formation, il faut qu'il y ait une production de savoir et une production de savoir qui entre en dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les savoirs des sciences humaines. Alors, je vais finir par cette question sur laquelle je n'ai pas beaucoup développé de texte, c'est un peu plus peut-être la dimension qu'on pourrait appeler spirituelle. Alors ça, c'est quelque chose que je veux dire que j'ai été très surpris. Comment je vais vous dire ça? Quand on réussit réellement à ce qu'une personne revive un moment décisif, et ça peut être aussi des choses, par exemple, je travaille beaucoup avec des formateurs, un formateur qui peut raconter un moment où il a bien réussi un cours, ou un footballeur j'ai joué avec un joueur de hockey au Québec, enfin, ou par exemple un footballeur qui a un moment, ou un sportif, n'importe quel sportif, ou un musicien, un moment où il a particulièrement bien réussi son action. Quand on réussit à le permettre de se plonger dedans et à le décrire, eh bien, on obtient pas sur la grande durée, hein, mais sur vraiment les instants les plus décisifs, on voit que, par exemple, il y a une espèce de dissolution du moi. En tout cas, il y a plus de... Vous savez, le moi, qui on dit la conscience intentionnelle en phénoménologie, elle est dirigée par ce que le moi veut. Hein. Je veux réussir ma vie, je veux réussir à aller dans la conscience ordinaire, je vais faire des courses, je veux réussir à aller à la boulangerie où je veux aller, enfin, etc. On est toujours, si je donne un cours, je veux réussir à ce que, là, je donne une conférence, je veux réussir à ce que vous me compreniez, etc. Donc, on est, or,
on est toujours dans cette intentionnalité, cette conscience ordinaire, comme on dit en phénoménologie. Or, il se trouve que au moment des kairos, cette conscience est dissoute et émerge une forme d'attention non intentionnelle, mais une attention très globale, où c'est très étonnant parce que les personnes sont capables de décrire l'ensemble de leur environnement comme s'ils avaient perçu tout en même temps, et en même temps qu'ils perçoivent tous leurs mouvements intérieurs, leur état physique, physiologique, mais émotionnel, les pensées qui les traversent. Tout cela semble, et le geste qu'ils font, que ce soit un geste verbal ou un geste physique, semble se dérouler, ils y assistent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un geste qu'ils contrôlent, c'est un geste qui se déploie dans une forme de spontanéité. Et avec une espèce de non-crispation, en tout cas une totale non-crispation sur est-ce que ça va marcher ou pas. On n'est plus là-dedans. Le geste se déploie avec une évidence. Or, quand on lit un peu des travaux, enfin pas des travaux, mais des traditions, par exemple, comme celle du zen, des arts martiaux, moi je pratique le tir à l'arc, j'ai discuté avec des gens qui font de l'aïkido, etc. C'est typiquement le genre d'état que l'on recherche. C'est-à-dire une espèce de présence, on n'est pas inconscient, on ne pense pas à autre chose, une présence totale à l'instant, mais une présence qui est dénuée d'intention, une forme d'intentionnalité. Et du coup, paradoxalement, qui réussit parce qu'elle n'est pas crispée sur l'envie de réussir ou la crainte d'échouer. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Puis voilà, vous verrez quelques références où je développe ces idées dans des publications. Bien, merci beaucoup Pascal pour cette conférence qui est extrêmement riche. En continuum là, de ce que tu viens de dire, est-ce que ce serait un état qui se rapprocherait de la transcendance? Qu'est-ce qu'on entend? Ouais, alors là, je suis un peu. En tout cas, oui, mais c'est une transcendance qui est immanente. Excuse-moi, ça m'est venu spontanément à l'esprit parce qu'en t'écoutant, voilà, je me suis dit peut-être que c'est cet état qui est entre guillemets second. Est-ce que ce serait de la transcendance éventuellement pour toi? Oui, en vrai, il y a une forme de transcendance, en tout cas de l'égocentrisme. Ça, c'est clair. Une espèce de. Et puis, vous voyez, tu vois, l'égocentrisme avec son envie de réussir, sa crainte de l'échec, la crainte du ridicule, etc. Enfin, tout ça semble. Alors, mais il ne faut pas. Je dirais, je veux bien être précis, hein, c'est infinitésimal. Ça dure une fraction de seconde, ou des fois quelques minutes, mais c'est le cœur du moment intense. Et là, des gens, par exemple, peuvent avoir... Donc c'est un nouveau geste. C'est quelque chose qui est fugace. C'est fugace, et souvent, dès qu'on l'a, alors après, il y a le moi qui se remet en route. Hein, c'est pour ça que ce n'est pas une transcendance définitive, hein, c'est une espèce d'insight, d'intuition profonde qui se fait. Alors après, on pourrait réfléchir sur les conditions. Il y a souvent des états, pas de fatigue, mais... Enfin bon, mais oui, pour être simple, il y a une forme, en tout cas, de transcendance par rapport à la conscience ordinaire. Ça, c'est clair. Et cette transcendance, elle a beaucoup... Je vais être prudent quand même. Mais ce que je trouve fascinant, moi qui me suis beaucoup intéressé au zen et au taoïsme, etc., elle correspond, je suis moins inversé dans les mystiques chrétiens, etc., mais quand on entend l'abandon de sa propre volonté à une volonté qui nous dépasse, par exemple, vous voyez, tu vois, on peut pas s'empêcher de retrouver ce genre de résonance pour des gens qui manifestement n'ont jamais rien lu sur le zen ou tout ça, quoi, qui sont pas forcément... Moi, j'ai fait avec des boulangers, enfin, j'ai fait dans tellement de lieux, etc. Voilà. Mais oui, il y a une transcendance. Et pour moi, du point de vue... et alors, dans une autre article sur la spiritualité, moi, je m'en tiens à une définition qui est une espèce de travail sur soi
qui permet une forme de dépouillement, en tout cas de moins pas d'égo, de prendre conscience et de se libérer de son égocentrisme ou de son ethnocentrisme. Donc ça va dans cette direction. Les moments de créativité dans nos vies sont des moments... Enfin, il y a une citation je crois que c'est Sénèque que Pierre Hadot reprend. Il dit le paradoxe de l'humain, c'est qu'on n'est jamais autant soi-même qu'au moment où on s'oublie. Un truc comme ça. C'est ce genre de choses qu'on sent dans ces kairos. Voilà. Je ne veux pas en plus charger, quoi, mais c'est frappant quand même. Merci beaucoup, Pascal. Petit Jean. Alors, je ne sais pas si tout le monde. Ah, il y a monsieur. Oui, Mircea. Mircea, bonjour. Allez-y. Bonsoir à tous. Pascal, je vais vous adresser quelques questions. Oula. La première, Oui. Kairos. Oui. Pour vous, Kairos, c'est la même notion qu'elle en philosophie, dans la philosophie grecque. Les Grecs prononcent kéros et signifie le tome qualitatif, voilà, la chance, l'opportunité, avec toutes les conséquences. Est-ce que vous utilisez la notion avec... Oui. Oui. Je peux préciser peut-être un peu là sur ce Je point. vous prie, oui. Alors, oui, alors merci. Moi, je ne savais pas, je prononce toujours Kairos, mais peut-être que je prononce mal, effectivement, c'est peut-être Kairos qu'il faut dire. Alors, oui, je l'ai découvert avec les livres d'Étienne Evernant, avec Jankélévitch, les travaux de Jankélévitch. Donc, j'ai une compréhension. Si j'ai bien compris, déjà chez les Grecs, il y avait plusieurs... Bon, on va commencer simplement. C'est un des trois dieux du temps. Il y a Chronos, celui qui dévore ses enfants, chronologique, le temps chronologique qui nous dévore. Il y a Aion, je ne sais pas si je prononce bien, Aion, qui est le temps de tous les cycles divins, des éternités, etc. Et Kairos, temps qualitatif qui jaillit, qui est infinitésimal, parce qu'il est représenté par un jeune coureur très rapide, qui a un peu de cheveux, une toupe de cheveux sur le devant, mais qui est chauve, qui est rasé. Ça veut dire que quand on le voit passer, il passe très vite, on veut l'attraper par les cheveux, notre main, elle glisse sur son crâne rasé, parce qu'on n'est pas assez rapide pour être rapide, pour attraper ses cheveux, il faut presque que le geste parte immédiatement, dans une immédiateté. Alors, les Grecs, si j'ai bien compris, ils utilisent aussi, par exemple, le chasseur à l'arc. Le kairos, c'est le temps opportun. Effectivement, c'est le moment opportun, l'occasion, la chance. Ça a cette signification. Si j'ai bien compris, certains Grecs pensaient que c'était objectif, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où on avait de la chance, quoi. Mais il y en a d'autres, ça j'ai compris. Moi, je me situe plus sur une autre perspective qui était déjà chez les Grecs, d'après d'Étienne Evernant, que, en fait, le kairos, le moment opportun, c'est la personne qui a de l'expérience qui peut le saisir. C'est-à-dire un chasseur qui est expérimenté, il sait quand il faut lâcher la flèche. Un chirurgien qui est expérimenté, il sait le bon geste au bon moment pour stopper une hémorragie. Et donc, il y a un lien entre l'expérience, le savoir d'expérience et la capacité à saisir le kairos. Et ça, si j'ai bien compris, cette intelligence pratique, il l'appelait la métisse. Il disait la métisse, c'est l'intelligence rusée qui n'est pas une intelligence apollinienne claire. Elle disait elle est dans le clair-obscur, donc ça convient à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est semi-conscient. Le geste jaillit presque, il jaillit de la totalité du soi, il ne jaillit pas de la conscience du moi, il jaillit de la totalité de la personne.
Donc, c'est dans une semi-obscurité, un clair-obscur. Je ne sais pas si j'ai... Mais oui, dans ce sens-là. Alors, il y a ce côté de Kairos, c'est l'étincelle, hein, ça dure... Il ne faut pas lâcher la flèche une seconde avant ni une seconde après. Donc, il faut saisir le Kairos au bon moment. Il y a une notion d'immédiateté, donc de spontanéité, d'un geste qui est tellement incorporé qu'il va jaillir spontanément. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais voilà comment moi je le comprends. Oui, merci beaucoup. C'est plus clair maintenant pour moi. D'accord. Vous aviez une autre question? Oui, j'ai dit que j'ai 3 questions. La première, la deuxième. Ok. Vous avez affirmé que la vie est transdisciplinaire. Tout d'accord, tout à fait d'accord. Mais je suis sûr que vous êtes d'accord que la vie est dans le même temps non transdisciplinaire. Je me permets d'intervenir parce que donc, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Oui. Dans ta conférence, tu l'as évoqué pendant 10 secondes, mais voilà, est-ce que tu peux être plus explicite quand tu dis que la vie est transdisciplinaire? Donc, c'est une affirmation. Oui. Et donc, comment tu te bases pour pouvoir donc affirmer cette chose-là? Là, peut-être que je me base de manière très simple et presque simpliste, au sens où les disciplines sont... si on voit l'université du Moyen-Âge, il y en avait 7, maintenant on en a 8000. Je veux dire, on a analytiquement découpé le réel, le corps, l'esprit. Après, dans l'esprit, non, il y a la psychologie du développement, la psychologie de ceci, après la psychoneurologie. Enfin voilà, bon, je ne vais pas vous faire le film, vous le connaissez. Ce que je veux dire, très simplement, c'est qu'une expérience de vie, 5 minutes, aller boire un café au café en bas, on pourrait mettre toutes les disciplines qu'on veut, on ne pourrait pas épuiser ces 5 minutes de vie. Enfin, elles débordent. Bien sûr, on pourrait mettre des sociologues, des psychologues, des biologistes, qu'est-ce que fait le café, tout ce qu'on peut imaginer, des physiciens, mais il en reste, ça débordera toujours toutes les disciplines. C'est au ce sens tout simple que le moindre moment de vie, il déborde de la psychologie, il est au-delà, à travers, entre la psychologie, la sociologie, la politique, etc. Donc, toutes peuvent être convoquées, mais quand on part, si vous voulez, je peux donner un exemple méthodologique très concret, mais ça va me prendre 5 minutes. Est-ce qu'on les a? Oui, bien sûr. Donc, je travaille au Mexique avec une université et on me demande de concevoir un programme transdisciplinaire. Donc, je vais le simplifier parce que ça a duré 10 ans, la recherche-action. Mais la proposition qu'on a faite, c'est de prendre ce que Edgar Morin appelait la dîme transdisciplinaire, c'est-à-dire 10% de tous les programmes des disciplines. Il n'y en avait pas beaucoup, enfin, il y en avait 5 dans cette université. Et donc, leur licence durait 3 ans, ça faisait en gros les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois de tous les étudiants de ces 5 licences se retrouvaient ensemble. Ça va? Bon. Avec les profs de toutes les... Enfin, pas de toutes les disciplines, il y en avait que 5. Mais déjà, voilà. Et pour essayer une recherche transdisciplinaire, je me suis dit, si on aurait pu dire, chacun amène des questions de recherche, des problématiques, et puis on va négocier ensemble, on va essayer de... Et je me suis dit, si on fait ça, on part des disciplines. On ne va jamais y arriver. Si on part des disciplines. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit aux étudiants et aux profs, est-ce que chacun d'entre nous, on peut amener une problématique qu'on vit, puisque vous vivez tous dans cette ville, quelque chose que vous aimeriez, ça c'est un peu le principe de Edgar Morin, réintroduire le sujet dans la connaissance. J'ai pris ça comme, j'ai dit, quelque chose que vous aimeriez qui soit réglé pour la génération future, pour vos enfants et vos petits-enfants. Une manière de... Voilà. Et donc, les gens ont commencé à énoncer des problèmes. Alors, je vais vous donner un exemple qui est sorti, par exemple. C'est une ville du Mexique qui est très touristique.
Donc, les problèmes des villes avec tout le tourisme nord-américain, avec vous voyez, les hôtels, etc. Et un des sujets qui est sorti, moi jamais j'aurais pensé à ça, c'est l'accès aux plages. Parce que pour eux, c'est la vie, pour la culture de Puerto Vallarta, puisque c'est Puerto Vallarta au Mexique, c'est très très important. La vie avec l'océan Pacifique, c'est vraiment quelque chose de très très important dans la culture, dans l'histoire, dans la nourriture, de manière dans la vie totale, globale, au sens. Mais alors là, du coup, on a pu, à partir de là, se poser les questions. Qu'est-ce que, par exemple, les sciences de la comptabilité peuvent nous dire de l'accès aux plages? Bah oui, dans cette ville-là, le mètre carré de plage, ça représente des milliers de dollars de production touristique par an. Les sciences de la communication, la sociologie, le droit. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'interdire l'accès à la mer? Enfin, est-ce que le littoral est un territoire privé, etc. Mais du coup, on a pu interroger les disciplines, déjà qui existaient dans l'université, à partir d'un phénomène global, vital. Et là, c'est là que j'ai encore pu aller plus facilement vers ce que, il me semble, vers ce que pointe Nicolescu, c'est de dire c'est au-delà et à travers tout ça. Et à dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres disciplines au sens très large d'art d'apprendre, discipline, je le prends au sens d'art d'apprendre, qui peuvent nous intéresser. Par exemple, il y a les vendeurs, sur ces plages, il y a des vendeurs, vous voyez, des vendeurs ambulants qui se promènent avec des coquillages, des bibelots, etc. Et souvent, et il y a des musiciens de plage qui jouent à la demande des gens. Et souvent, ces gens, ils font ça de manière transgénérationnelle. Donc, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi aller rencontrer, pour comprendre le phénomène des plages, aller rencontrer des familles, aller rencontrer ces gens qui sont aussi des experts de disciplines non académiques. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je vous éclaire ou si je vous embrouille, mais partir d'un récit de vie, d'un problème vécu, je trouve que ça nous place beaucoup plus facilement dans une... Et surtout que ça réintroduit parce que sinon, les professeurs, les chercheurs, on a tendance à projeter des problèmes qui sont en dehors de nous. Mais en le prenant comme ça, c'est des problèmes vécus, on est impliqué dans le... Enfin, voilà, un peu mes éléments pour justifier ma prétention à dire que la vie est transdisciplinaire. Merci Pascal. Mircea, vous êtes satisfait? Peut-être pas. Mais on si ne vous vous entend pas. Il vous faut allumer le micro, Mircea. Le temps que Mircea allume son micro, je voudrais faire un petit témoignage dans le noir, parce que maintenant, ça y est, il fait nuit autour de la voiture. Mircea a fait une intervention à mon invitation lors du 3e congrès mondial de la transdisciplinarité qui s'intitulait « Les 3 miracles de la transdisciplinarité ». Le premier miracle, c'est qu'il a pu faire son exposé en moins de 12 minutes et c'était une gageure. Et les 2 premiers miracles qu'il a cités de la transdisciplinarité, le premier, c'était sa naissance. Et donc, oui, Mircea avait déjà un présupposé que la vie était transdisciplinaire, puisqu'il l'avait dit lui-même. Et le deuxième miracle était sa rencontre de la transdisciplinarité au cours de son parcours de vie, peut-être sous la forme d'un kairos ou pas. Ça pourrait être intéressant d'en discuter dans le cadre de cet exposé. Et quant au 3e miracle, eh ben, écoutez, je vous laisserai voir sa vidéo en ligne pour ne pas non plus dévoiler tous ses secrets. Voilà, excuse-moi Mircea d'en avoir peut-être dit et peut-être parlé à ta place. Mais j'avais envie de témoigner de ce que tu nous avais raconté. Merci Florent, tu es formidable étant dans l'ombre aussi, pas dans le soleil, à lumière. Aujourd'hui, je suis un homme de l'ombre, pour une fois. Oui. La 3e question. Vous avez parlé, Pascal, de 3 dimensions. Ah oui. Raison formelle, raison expérientielle et raison sensible. Est-ce que vous êtes d'accord que raison formelle est plus large que raison expérientielle, plus vaste?
Ah, ça dépend à quel niveau. Ok. C'est très, très intéressant. Oui. Alors, on pourrait dire elle est plus universelle. Peut-être. Mais, paradoxalement, ok, je vais le dire, je vais partir, je vais comparer simplement. Ok. Quand on fait une recherche-action, par exemple, on a une expérience vécue. Je fais une recherche avec les gens de ATD Quart Monde sur la lutte contre la pauvreté. Donc, les gens ont une raison expérientielle, ils se comprennent très bien, les militants du Quart Monde, les gens qui ont vécu la grande pauvreté, qui ont fait cette expérience, se comprennent entre eux. Très peu de mots, ils se comprennent très bien, parce qu'ils ont le fond d'expérience commun. Et les professeurs, les chercheurs, par exemple, avec qui on travaillait, eux, ils avaient de la peine à comprendre s'ils n'avaient pas fait la même expérience de la pauvreté. Alors, ce qui est paradoxal, j'essaye de répondre à votre question, mais je sais pas, peut-être je la comprends un peu de ma manière, mais c'est-à-dire que d'une certaine manière, l'expérientiel est plus large à un certain niveau. Ben, par exemple, la chanson populaire. Une chanson populaire, nous on a Georges Brassens en France, ou je sais pas, enfin, on prend une chanson ou le cinéma peut entrer en résonance par des métaphores d'expérience avec des millions de gens. Dans ce sens-là, c'est très large. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très large dans sa diffusion. Mais il y a un flou. Chaque personne comprend le film à sa manière. Ça va? À l'opposé, une équation ou un concept. Une fois que j'ai précisé le concept d'auto-formation ou un concept scientifique, ou même encore mieux une équation mathématique, elle est beaucoup plus précise. Et elle va être universellement comprise, qu'on soit, quelle que soit notre expérience, mais par très peu de gens. Parce que seulement par les gens qui auront pu accéder à l'abstraction formelle. Donc il y a, je ne sais pas, vous voyez, ma réponse est ambiguë. À un certain niveau, c'est beaucoup plus large, la raison formelle. Mais en même temps, à d'autres niveaux, ça dépend de quel ampli, enfin, où est-ce que vous mettez le large. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, ma réponse n'est pas très... Mais vous me donnez envie de réfléchir plus avant. Mais je pense qu'il y a... Enfin, je pense que c'est un des problèmes contemporains de la politique et des réseaux sociaux. C'est que des gens s'agglutinent par des références expérientielles et que par contre, les mots, les raisons formelles qui sont échangées sur par exemple, qui sont déconnectés des expériences, eux peuvent entrer en conflit. Enfin voilà, je sens que je ne suis pas très clair dans ma réponse, mais essayez de me dire, vous, comment vous voyez ça? En quoi vous pourriez dire qu'elle est plus large, la raison formelle? Parce que dans le sens ordinaire, expérientiel égale vécu, oui. Et raison formelle, c'est plus que vécu. Vécu dans l'imaginaire, par exemple. Expérientiel, c'est vécu dans la réalité, pas dans la réalité subjective, dans ma conception. Oui. Mais par exemple, si vous voulez, oui, c'est ça, l'expérience de vie, elle est très vaste. Par exemple, elle est en partie indicible. Je ne pourrais jamais, même phénoménologiquement, décrire ma vie parce qu'elle dépasse même le langage. Donc, elle est... Et pourtant, quand on essaye de comprendre par la raison formelle, on arrive à produire des énoncés de compréhension de
modes de vie, qui vont être universalisables, mais qui vont être plus, justement, abstraits. Quand on a l'abstraction, là, je ferai référence à Gaston Bachelard, quoi. Gaston Bachelard et sa réflexion sur l'approche par le concept, qui est une abstraction de l'expérience. Le concept vers la science va abstraire littéralement l'expérience pour arriver au concept pur, à l'équation. Et de l'autre côté, la raison poétique qui fonctionne par résonance. Il me semble que c'est pas tout à fait, c'est des formes d'élargissement différents. Je ne dirais pas que l'un est dans l'absolu plus large que l'autre. Il me semble que c'est n'ont pas les mêmes. C'est pour ça que c'est des niveaux de réalité différents. Ils n'ont pas les mêmes rapports au temps. Mais dans le sens où vous le dites, oui, je comprends. Oui, oui, on peut dire que c'est plus large. Oui. Oui, merci beaucoup. C'était une ambiguïté éclairante. Oui, en tout cas, moi qui va me donner à penser, je n'ai pas fini de réfléchir à ça. Est-ce que Pascal ou Véronique veulent participer, veulent poser une question? Oui, Pascal? Allumez le micro, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Pascal. Je suis doctorante en sciences de l'éducation. Je suis très, très contente d'être parmi vous ce soir. Cette conférence m'intéressait énormément puisque ma thèse contient actuellement une bonne part du travail que nous trouvons dans l'ouvrage de Pascal Galvani, qui était la référence ce soir, l'auto-formation et la connaissance de soi. Et j'avais besoin d'entendre beaucoup Pascal sur la question du kéros, justement, d'entendre des précisions, parce que je recherche à la fois ces liens et sa distance avec la notion d'épiphanie liée à l'événement, lui, transformateur, nommé épiphanique, entre autres par Francis Le Sourd, qui s'appuyait sur les recherches de Lanza. Et je me pose beaucoup de questions à travers le sujet de ma thèse sur la place qu'occupe le kéros dans les épiphanies, ou ce qui les lie, ce qui les dissocie, dans cette notion d'instantanéité, de jaillissement et de transformation de soi dans la foulée, en même temps, je dirais même. Oui, on se connaît bien avec Francis, on a travaillé ensemble. Pour moi, il n'y a pas de différence. Alors, je vais dire, de mon point de vue, évidemment, je réponds de mon point de vue. Sauf la distinction, c'est que moi, les kairos, ils peuvent avoir. J'ai tout un chapitre où je dis, il y a par exemple des grands kairos de vie. Le moment où quelqu'un va dire, je sais pas, moi, j'ai quitté la France, je suis parti au Québec. Il y a un moment où on fait une décision de ce genre, un moment où on décide de se marier ou de divorcer ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des moments où on prend des. C'est pas toujours des kairos. Des fois, on peut prendre des décisions qui n'en sont pas. Hein. Mais je veux dire, il y a des kairos dans la vie qui sont des transformations. C'est de ça dont parle Francis. L'épiphanie qui transforme une trajectoire de vie. Ce que j'ai montré, par exemple, en travaillant, c'est qu'il y a aussi des kairos beaucoup plus quotidiens. Dans l'auto-formation expérientielle, par exemple. Quelqu'un qui apprend un métier, mais ça peut être boulanger. Moi, je prends toujours des exemples de formateurs, parce que je travaille beaucoup dans la formation des formateurs, mais ça peut être un boulanger, un maréchal ferrant. J'ai un collègue qui a travaillé avec des maréchaux ferrants, apprendre à forger c'est pas juste de forger un fer, c'est qu'il faut forger au bon moment. Il y a le cheval qui bouge, il y a le client qui s'énerve, il y a la température, il y a tout ça. Et tac, il faut faire tout ça. Voilà. Alors, il y a des kairos, et ça, ce savoir-faire-là, il ne s'acquiert pas du premier coup. Je reviens à la question de la métis des Grecs, hein, cette intelligence de l'expérience. C'est pour ça que je parle d'auto-formation expérientielle. Ça s'accumule dans le temps par une accumulation. Donc, il n'y a pas que des grandes épiphanies. Voilà, premier niveau de réponse. Oui, c'est vrai. Okay. Mais pour moi, l'épiphanie telle que la conçoit, des moments de transition tels que les conçoit Francis, c'est des kairos. Il n'y a pas de différence, si vous voulez. Mais c'est des grands kairos. C'est une des formes possibles du kairos. Alors après, moi, je vais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des kairos, ça va peut-être faire le lien avec d'autres questions avant, il y a des kairos il y a des moments qui sont très cognitifs. Par exemple, le Eureka d'Archimède, c'est un kairos
intellectuel, c'est un kairos cognitif. Bon, ça se passe dans le bain, il y a du sensorimoteur, il fait ça dans son bain, donc, ou la pomme de Newton. Donc, il y a quand même quelque chose d'expérientiel aussi, mais la dimension majeure, c'est du cognitif. On en a tous des petits kairos cognitifs, même si on n'est pas, même si on n'est pas Archimède. Quand on comprend un concept, on lit un livre, on dit oh, là on comprend, c'est un kairos intellectuel. Puis il y a des kairos pratiques, il y a des kairos symboliques. Bon, c'est pour ça que j'essaye d'élargir, de dire bon, on n'a pas fini d'explorer toutes les formes possibles de kairos. Et Francis s'est focalisé sur des épiphanies transformantes de vie. Voilà. Après, on en a beaucoup parlé tous les deux parce qu'on s'aime beaucoup et puis des fois on n'est pas d'accord. Alors lui, par exemple, il utilise plus des grilles psychanalytiques pour les analyser, alors que moi, j'utilise plus des grilles anthropologiques. Bon, ça, c'est des petites différences. Et sur le fond, après, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut éclairer, quoi. D'accord. D'accord. Du coup, ça m'éclaire sur beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup, Pascal. C'est dans le cadre de la thèse dont vous avez assuré le comité de suivi avec Florent Pasquier, à la demande de Francis. Thèse, mon sujet de thèse. Est-ce que vous vous souvenez que mon sujet de thèse correspond au comité de suivi que vous avez réalisé avec Florent Pasquier à la demande de Francis? Voilà. Et c'est important pour moi parce que je sentais bien qu'il y avait une certaine approche par Francis qui rejoignait complètement la vôtre, mais comme si quelque chose les différenciait sans les différencier, j'avais vraiment besoin de dénouer ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a écrit, on cherchait pratiquement ensemble, chacun de notre côté, donc on se cite un peu, mais je veux dire, lui, il ne pouvait pas me lire parce que je n'avais pas publié, moi non plus. Au moment où on cherchait un peu ensemble, enfin, la même période de temps. Je comprends parfaitement, du coup, voilà, pourquoi ça s'emboîte, pourquoi je les voyais si proches l'un de l'autre, enfin, plus que proches, quoi, plus que proches, d'accord, très bien. Et merci beaucoup aux questions qui ont été posées, là, que j'ai entendues de la part des autres, parce que moi, en tant que doctorante, je me sens très débutante, très petite dans une assemblée comme la vôtre. Et ce sont des questions que je me posais aussi avec beaucoup de difficultés à les formuler pour arriver, moi, à avoir le courage de les dire ce soir. Et d'autres les ont posées tellement mieux. Les réponses m'ont beaucoup apporté également pour le travail que je réalise actuellement pour mon doctorat. Merci beaucoup. Merci Pascal. Véronique, si vous voulez intervenir. Non, Véronique, il vous faut allumer votre micro. Oui, ça y est. Voilà. Ça y est. Voilà. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que Kairos, pour moi, c'est aussi cette espèce de convergence, de symbiose qui se passe à certains moments de notre vie, où justement on n'est plus maladroit parce que le corps fait pour nous. La symbiose peut se faire avec un paysage. Moi, j'ai un souvenir d'être allée dans une région au centre de la Russie, où il y avait des chevaux extraordinaires. Je suis rentrée, c'était le soir, c'était dans un éclairage extraordinaire, et je me suis sentie prise comme dans une symbiose avec ces animaux, le soleil, et je ne cherchais même plus mon geste pour photographier. Je cadrais, tout se passait comme ça, et je n'étais plus là. C'est ce que tu disais, enfin, tu disais ça, on n'est plus présent, c'est plus le moi, le je, c'est on est là, et en fait, on fait les choses, elles nous sont presque dictées. Ça, c'est un exemple. Mais je pense aussi la justesse du corps, alors que souvent, on peut trouver que le corps, on a l'impression qu'il faut le commander. Il y a des moments où le corps se commande pour être à notre service, ou en tout cas au service de ce qu'on veut faire. Et je pense comme des coïncidences. Les coïncidences, tout d'un coup, il n'y a pas de solution, bon, au lieu de se contracter, on se décontracte. Et on essaye de voir qu'est-ce qui va surgir de l'environnement. Ça, c'est aussi des moments majeurs d'écoute. Et il y a la solution qui arrive, parce qu'on s'est décontracté. Cette histoire de dire décontracté ou pas ou contracté, c'est, à mon avis, très important. Et parfois, moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, j'étais avec des gens, on était partis presque en guerre, parce que je savais ce qui nous différenciait et ce qui nous posait problème entre nous. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais dans l'instant, je me suis dit, mais bon, voilà, tout peut bouger. Et juste la décontraction, l'écoute, et ça a pris le temps, le moment a changé. Il ne s'est pas passé comme il devait se passer, comme il se passait toujours normalement. Là,
c'est des kairos pour moi, tout ça. Oui, tout à fait. C'est très étonnant comment, enfin, si vous permettez, si tu permets, Véronique, là, tu viens en même temps d'amener ces kairos où on est saisi par un paysage ou quelque chose comme ça. Je les ai peu évoqués, mais ça, c'est encore une autre forme un peu de saisissement, quoi. Et puis l'autre que tu dis là, que tu évoques très rapidement là, d'une discussion ou d'une réunion avec des gens qui sont un peu pas sur la même longueur d'onde, puis trouver la petite posture intérieure qui fait que pouf, on arrive à. C'est infinitésimal des fois. Infinitésimal. C'est impressionnant comment une transformation de la position intérieure, d'un changement de position fait changer une situation. Mais pour ça, pour en obtenir la description, il faut, là j'ai vraiment pas travaillé, je renvoie à ceux que ça intéresse, les travaux sur les techniques d'entretien d'explicitation de Pierre Vermersch, parce que ça nécessite de revivre la situation, d'avoir des questions très délicates. Enfin, il faut s'entraîner à ce genre de truc. Mais c'est très, enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment passionnant quand j'entends des témoignages comme ça, c'est effectivement. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on partage assez peu. Après, moi, j'ai trouvé des applications plus simples. Hein. Par exemple, si je peux donner un exemple, hein, j'ai des étudiants qui vont en stage. Moi, je travaille avec des profs bon, ils ont des étudiants de licence professionnelle, ils vont en stage. Bon. Ben, on fait un petit journal des Kairos, c'est-à-dire que tous les soirs, on dit à chaque étudiant, prendre 5 minutes, pas plus, dire quel est le meilleur geste que j'ai fait aujourd'hui, quelle est ma meilleure compréhension, quel est mon petit moment de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, tous les jours, 5 minutes tous les jours. Et au bout de 2 semaines, là, ils relisent l'ensemble. Et ça, c'est juste pour eux. Au bout de 2 semaines, ils relisent l'ensemble. Donc déjà, s'ils ont travaillé 5 jours par semaine, vous voyez, ils ont 10 petits kairos intellectuels, 10 petits kairos de gestes, 10 petits kairos symboliques. Et puis là, ils ont déjà une espèce de vue transversale avec des répétitions. Et donc là, on leur dit pendant 30 minutes, 40 minutes, vous notez les réflexions qui vous viennent à propos de votre... Parce que tous ces petits micro-moments, ils ont disparu. Si on attend la fin du stage au bout de 2 mois, puis qu'on dit, bon, bah, qu'est-ce que vous pensez du stage, bah, tout ça, ça a été incorporé. Alors que là, on leur donne la possibilité de les voir, de se mettre tous les 15 jours en réflexion, d'écrire une note de synthèse réflexive, et cette note réflexive est envoyée au formateur qui renvoie un feedback. Ah bah tu pourrais lire ça, tu pourrais aller voir un tel qui s'intéresse aussi à ça, etc. Donc voilà, pour dire que ça a des applications pédagogiques. Bien. Très simple, quoi. Margarita, vous voulez intervenir? Vous voulez dire quelque chose? Juste remercier, pour moi, parce que c'est juste un écho, ça relie pour moi le moment créatif, c'est quelque chose du genre de l'art. Et par rapport à la pédagogie, je ne peux pas différencier. Il y a justement ces gestes où l'art c'est relié à la pédagogie, quoi. Donc, il y a ce point-là. Et autre chose que je voulais juste relever, c'est que quel est le lien entre la prise de conscience de cet instant de kairos et de ces moments de non-kairos. Et je sens qu'il y a comme éventuellement une dialogique entre ces deux moments de la vie pour un apprentissage, parce que comment l'attention peut aussi se développer ou se nourrir. En tout cas, c'est comme un désir. C'est comme provoquer le désir pour que dans notre vie, cette attention puisse grandir. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, parce que ça, je n'ai pas développé ce point, mais c'est effectivement une des choses, j'en parle un peu dans le bouquin, avec des groupes avec qui on travaille ça. Les gens, au bout d'un moment, ils disent, ah ben, ils viennent dire, mais maintenant, je suis plus attentif. Je les vois venir dans la journée. J'arrive mieux à être... je suis plus présent, parce que une fois qu'on est revu... D'abord, on revient sur ceux du passé. Comme on comprend mieux comment ça fonctionne, on a une meilleure disposition à saisir le bon moment.
Oui, tout à fait d'accord. Et quand vous parliez de créativité, alors moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec des créateurs, des artistes, mais bon, je pratique un peu l'aquarelle et bon, je lis d'autres peintres, enfin, etc. Et on voit ça beaucoup, hein. C'est vrai que la question, on peut avoir maîtrisé sa technique de peinture, d'aquarelle, mais le moment où vient une œuvre, enfin, c'est toujours c'est par définition quelque chose qui surprend le moi, qui surprend la conscience. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, certains essayent de différents trucs pour se surprendre eux-mêmes, mais c'est. Alors, et pareil aussi dans le monde du sport, c'est beaucoup travaillé dans le monde du sport de haut niveau, hein. C'est cette question avec des visualisations, etc. Parce qu'on ne peut pas l'avoir par la volonté. Donc, il faut trouver une manière de se mettre dans la disposition parce qu'un sportif qui veut absolument battre son record et puis qui est dans la crispation, il n'y arrive pas. Il faut qu'à un moment, il y a vraiment une ambiguïté là qu'on retrouve dans l'art, dans la création artistique, dans le sport, etc. Moi, j'ai peu travaillé ces domaines, mais il y a d'autres travaux qui corroborent. Merci. Merci. Un grand merci à Pascal. C'est une question, une dernière question. Vous connaissez les travaux de Danny Bois, n'est-ce pas? Oui. Ah, d'accord. Non, parce que j'essaie d'intégrer justement cet aspect dans la formation. Donc, je voulais faire ce lien. Oui, de présence au corps et tout ça. Oui. Oui. Merci à toutes et à tous. On remercie bien sûr Pascal pour s'être prêté donc à ce jeu mensuel donc avec les membres du CIRE. Donc un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Jean, oui. Et est-ce que tu m'autoriserais une dernière question courte? Je sais qu'on a un peu dépassé, mais l'orateur est tellement passionnant ce soir que j'aimerais bien poser une dernière question si tu m'y autorises. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup, merci. Pascal, j'ai adoré ton exposé qui était vraiment dans la continuité de l'article dont je parlais et on aura hâte que tu nous transmettes le PowerPoint pour que je puisse l'envoyer à la liste. Je t'ai entendu de la théorie des moments, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, de Lefebvre, etc., et de certaines notions qui ne me sont pas très familières, comme la transduction, ou si j'ai bien compris, tu dis que la transduction, c'est le fait de passer la compréhension d'un moment d'expérience à une situation qui se présente, et ça m'a fait penser d'une certaine façon au phénomène de la didactisation, qui consiste à tirer l'essentiel de quelque chose pour le réinvestir dans autre chose, mais je ne suis pas certain d'avoir bien pigé ce que c'est. Alors c'est peut-être une question très profonde, et donc ton challenge, c'est de voir si tu peux y répondre rapidement, si tu veux bien. Ouais. Donc là, c'est beaucoup des travaux d'un autre collègue qui s'appelle Noël de Noyette. Donc je ne rentre pas là-dedans. Si ça vous intéresse, c'est dans le livre. Mais c'est juste qui m'a alerté sur le fait qu'il y a 4 inférences de sens. On parle toujours d'induction et de déduction dans les méthodologies scientifiques. Donc l'induction, on part d'une situation singulière. Par exemple, je vois une fleur avec 5 pétales blancs, j'en vois une autre. On part de plusieurs situations singulières. C'était beaucoup, je prends cet exemple parce qu'en botanique, dans les sciences naturelles, on a fonctionné comme ça. Alors, j'ai trouvé 100 fleurs qui ont le même nombre de pétales, la même couleur, le même truc, le malin. Je fais remonter en induction et je les appelle des pâquerettes. Je mets une étiquette. Donc, je suis parti de situations singulières et je suis remonté à une loi générale. La déduction, c'est l'inverse. On part d'un principe général, d'un concept, d'une théorie, et on l'applique sur des situations singulières. On fait des recherches hypothético-déductives, c'est ça. On fait une hypothèse, puis on va voir dans des situations concrètes si elle se vérifie ou pas. Eh bien, il y a 2 autres modes d'inférence de sens, la transduction et l'abduction. Alors, la transduction, c'est quand le sens passe d'une situation singulière à une autre sans passer par une loi générale, directement. Alors, pour rentrer là-dedans, ce que Piaget avait travaillé, c'est des chaînes. Ce n'est pas le geste lui-même, c'est la forme du geste, la dynamique d'un geste qui va dans une situation. Enfin, moi, j'ai travaillé, mais voilà. Il y a, comme notre cerveau, pour faire vite, notre cerveau ou notre corps
à emmagasiner pratiquement toutes les situations qu'on a vécues. D'ailleurs, on les a oubliées, mais elles sont quelque part parce qu'elles remontent à la surface, appelées par une autre situation. Un professionnel qui répète beaucoup, qui fait un forgeron ou un professeur qui enseigne, il a plein de mémoires de situations, et tu as une situation qui vient donner du sens à une autre situation, mais sans passer par une déduction, une réflexion. C'est ce qui se passe, c'est ce qui fait que le geste jaillit au bon moment, parce que ça n'a pas le temps de passer par une réflexion. Après coup, le soir même, s'il est réfléchi, il rêvasse, le prof, il se rappelle le moment, il peut faire remonter. Ah oui, mais ça peut remonter ces choses qui se passent dans l'inconscient ou le pré-réflexif. Je sais pas si. Et puis il y a l'abduction, la quatrième inférence de sens, c'est quand une situation singulière fait jaillir une loi, mais il y a une seule situation singulière qui fait jaillir une loi et la loi est pertinente. Ça, Noël de Noyel, il cite souvent, pour comprendre ça, le moment où on a inventé le rugby, dans la ville de Rugby. Il jouait au foot, et puis il y a un joueur qui a pris le ballon à la main et il l'a mis dans les buts. Et l'arbitre, au lieu de crier faute, il a crié but. Ils ont inventé le rugby. Une seule situation, ils ont inventé un nouveau jeu, une nouvelle loi, une nouvelle... Parfait, je te remercie. Merci énormément. Je ne pensais pas qu'en posant une question, j'aurais 4 réponses. Donc, tu m'as largement nourri. Merci à toi. Pascal, pour finir en souriant, Oui. avec une souris, est-ce qu'il s'agissait d'une kairos, kéros, dans la scène biblique quand Ève prend la pomme et lui donne à Adam? Le Joker. Super Kairos. Bien. On en reste là? Oui, merci Jean, merci à tous de m'avoir. C'est plus difficile que je pensais. Hein. Merci à toi encore une fois, donc Pascal. C'est très sympathique. Merci. Merci. Tu as été brillant. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation et je vous dis donc à la prochaine fois. Alors, j'ai envoyé le PowerPoint, hein, je crois. Ah, très bien. On va le récupérer. Alors, la prochaine fois, si tu me permets, Jean, ce sera le 11 novembre, toujours à 18h, heure de Paris, où je recevrai dans le cadre des visioconférences pratiques et non pas de recherche, une collègue sud-américaine de Buenos Aires qui viendra nous présenter donc les applications qu'elle utilise dans son exercice professionnel de ces approches transdisciplinaires. Voilà, je n'en dis pas plus pour laisser le suspense. Merci Florent. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. À bientôt. Merci Jean.